Au début de la Seconde Guerre mondiale, un diamantaire italien du nom de James Hassel quitta l'Europe pour Cuba. Il découvrit un nouveau moyen de gagner sa vie. L'armée américaine avait besoin de montres étanches et Hassel, grâce à ses contacts en Suisse, pouvait satisfaire cette demande. Le conflit terminé, son commerce avec le gouvernement américain prit fin lui aussi. Hassel se retrouvait avec un stock de plusieurs milliers de montres suisses sur les bras. De leur côté, les Japonais avaient besoin de montres, mais ils n'étaient pas en mesure de les payer. Par contre, ils avaient des diamants. Aussi, le diamantaire italien enseigna-t-il à son fils comment échanger des montres suisses contre des diamants japonais. L'affaire ne tarda pas à prospérer, ce qui valut au fils en question, Salvador Hassel, le surnom de roi des perles. En 1973, un jour que celui-ci avait mouillé son yacht dans le port de Saint-Tropez, il fit la connaissance d'un jeune Français, Jean-Claude Brouillet, dont l'embarcation jouxtait la sienne. Brouillet venait de vendre son affaire de transport aérien. Avec les dividendes, il s'était acheté un atoll en Polynésie française. Or, expliqua-t-il à Hassel, les eaux de son petit paradis regorgeaient d'huîtres perlières qui produisent la perle noire. À l'époque, il n'existait pas de marché pour ces perles. La demande était quasi nulle. Brouillet parvint malgré tout à convaincre Hassel de s'associer avec lui. Ensemble, ils produiraient des perles noires qu'ils vendraient ensuite dans le monde entier. Les premiers temps furent difficiles. Hassel rentra en Polynésie sans avoir vendu aucune de ses perles grises. Il aurait très bien pu baisser les bras ou vendre son stock au rabais dans un magasin spécialisé. Il aurait pu essayer de le refourguer à ses clients en les proposant assortis de quelques perles blanches. Au lieu de cela, le roi laissa passer une année, le temps de produire de plus beaux spécimens. Après quoi, il en présenta quelques-uns à son vieil ami Harry Winston, figure mythique du commerce des pierres précieuses. Winston accepta d'exposer ses pierres dans la vitrine de sa boutique new-yorkaise à un prix astronomique. Dans le même temps, Hassel achetait toute une page d'espace publicitaire dans les revues les plus chics. Du jour au lendemain, ces perles se pavanèrent dans Manhattan au cou des divas les plus fortunées de la ville. Comment le roi des perles s'est-il pris ? Par quels moyens a-t-il convaincu l'élite new-yorkaise de se passionner pour les perles noires ? Pour répondre à ces questions, intéressons-nous aux oies. Il y a bien des années de cela, le zoologiste Konrad Lorenz découvrit que sitôt sortis de leur coquille, les oiseaux s'attachent au premier objet au mouvement qu'ils croisent, leur mère en général. Pour le prouver, Lorenz mena une petite expérience, au cours de laquelle il se substitua à la maman oie, comme premier objet en mouvement vu par les oiseaux. Et les petits se mirent à le suivre partout. En outre, il démontra que non seulement les oiseaux prennent leurs premières décisions en fonction de ce qu'ils trouvent dans leur environnement, mais encore qu'ils restent ensuite fidèles à ces décisions. Lorenz baptisa empreinte ce phénomène naturel. Le cerveau de l'homme fonctionne-t-il comme celui de l'oie ? Nos premières impressions et décisions s'y impriment-elles ? Et si oui, comment ce phénomène se traduit-il dans nos vies ? Par exemple, face à un nouveau produit, accepte-t-on le premier prix auquel nous le voyons associé ? Plus important, ce prix a-t-il un effet long terme sur notre rapport au produit en question ? Il semble que le cerveau de l'homme et celui de l'oie obéissent à la même règle, y compris pour ce qui est de l'ancrage. C'est ainsi que dès le départ, Hassel a ancré ses perles aux pierres précieuses les plus coûteuses du monde. Les prix n'ont ensuite plus qu'à suivre. Mais par quel processus ce mécanisme se met-il en place ? Pour répondre à cette question, imaginons que je vous demande quels sont les 2 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale. Les miens, 7 et 9. Puis, que je cherche à savoir si vous accepteriez de payer la somme formée par ces 2 chiffres pour une bouteille de Côte du Rhône de 1998. Pour moi, 79 $. Le nombre en question vous influencera-t-il pour déterminer quelle somme vous serez prêt à dépenser pour cette bouteille ? Vous croyez que non ? Alors, observez l'expérience qui a été menée il y a quelques années sur des étudiants de l'université de Dan Ariely. George Lowenstein, Drazen Pelek et Dan Ariely cherchent à prouver l'existence de ce qu'on appelle la cohérence arbitraire. Cette notion pose que si les prix initiaux tels que celles des perles d'Hassel sont généralement arbitraires, une fois enregistrés dans notre esprit, ils conditionnent non seulement les prix actuels, mais aussi ceux à venir, ce qui les rend cohérents. Nous voulons donc savoir si le simple fait de penser aux 2 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale créerait une encre chez les étudiants, et si l'effet de cette encre initiale se faisait sentir longtemps. Prélec annonça donc à ces derniers « Voici une bouteille de Côte du Rhône Jaboulet de 1998 ». Pour les non-spécialistes, sachez que la revue Wine Advocate a attribué la note de 86 sur 100 à ce cru. Il mélange senteur de baie rouge, de mocha et de chocolat noir. C'est un vin bien équilibré, tant au niveau du corps que de l'intensité. Il leur présenta ensuite un Hermitage Jaboulet La Chapelle 1996. Puis, il mit sur la table 4 autres produits. Une boule roulante sans fil, une souris et un clavier d'ordinateur sans fil, un livre sur le design et une boîte de chocolat fin Neuhaus. Prélec distribua enfin des formulaires contenant la liste de ces objets et demanda aux étudiants. En haut de la page, écrivez les 2 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale.
Reportez le nombre ainsi formé à côté de chaque article sous forme de prix. Autrement dit, si les chiffres forment 23, écrivez 23 $. Quand vous aurez terminé, indiquez par oui ou par non si vous consentirez à payer cette somme pour chacun de ces produits. Prélec leur demandera ensuite de préciser le montant maximum qu'ils seraient prêts à payer pour chaque produit. Pour chaque article, l'étudiant qui avait proposé l'enchère la plus élevée devait alors venir retirer son produit au bureau, non sans l'avoir préalablement payé. Cet exercice a remporté un vif succès auprès des étudiants. Mais quand Dan Ariely leur a posé la question « Pensez-vous que le fait d'avoir écrit les 2 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale ait influencé votre enchère ?» Ils ont répondu tous sans hésiter « Absolument pas ». Dan Ariely a ensuite regagné son bureau afin d'analyser les données. Les chiffres de numéro de sécurité sociale avaient-ils fait office d'encre ? Eh bien oui. Les étudiants, dont les nombres formés par ces 2 chiffres étaient les plus élevés, de 80 à 99, avaient proposé les enchères les plus importantes, tandis que ceux qui disposaient des nombres les plus bas, de 1 à 20, avaient placé les enchères les plus modestes. Si les 2 derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale composent un nombre élevé, vous dites sûrement que vous avez toujours payé trop cher toute votre vie. Et vous vous trompez. Dans l'expérience que je viens de décrire, ces nombres n'ont eu qu'un effet d'ancrage uniquement parce que nous les avons utilisés. Nous aurions aussi bien pu choisir la température du moment ou le prix public conseillé. Voilà ce que l'on appelle la cohérence arbitraire. Les prix initiaux sont majoritairement arbitraires et peuvent être influencés par les réponses à des questions aléatoires, comme le numéro de sécurité sociale. Mais une fois ces prix gravés dans notre esprit, ils conditionnent ce que nous sommes disposés à payer pour un article, et aussi la somme que nous consentirions à verser pour des produits comparables, ce qui les rend cohérents.